des quantités immenses d'énergie dans un tout petit volume, vous pourrez avoir des voitures électriques qu'on recharge au bout de 2000 km, vous pourrez avoir des maisons totalement autonomes. Vous savez qu'un des problèmes de l'énergie, c'est évidemment sa création, mais c'est surtout le stockage, parce que dans le transport de l'énergie, on en perd énormément. Donc si la révolution de l'ami physicien de Mark Auburn se développe, parce que c'est la mise en place de toute une infrastructure technologique, le renouvellement de toute l'infrastructure technologique qui nous fait utiliser de l'électricité, on est devant une véritable révolution. Une révolution, et puis un changement de vie probablement qui aura des répercussions évidemment pour l'écologie de la planète. Je crois que le mieux c'est de passer lui demander, la parole à Marc qui va un peu nous décrire un peu cette affaire. Vous êtes là, Marc? Je suis là, bonsoir. Bonsoir, Marc, je suis ravi de vous entendre. Et j'espère que vous allez être clair, parce que je dois avouer qu'il y a certaines choses que j'ai pas du tout comprises dans vos notes. Oui, vous me l'avez dit, oui. Alors, voilà, nous allons essayer. Je suis enchantée. Alors, feu vert à vous, cher Marc. Alors, comme Xavier l'a souligné, effectivement, on a affaire à une invention qui n'est pas l'invention de la pierre philosophale, mais c'est une invention qui, précisément, permet de stocker de grandes quantités d'énergie dans un espace réduit. Pour donner une indication, les dispositifs actuellement qui sont les plus performants sont des batteries au lithium, et dans le commerce, on va stocker, bon, je vais être un petit peu technique, excusez-moi Marie-Thérèse, mais juste une minute, on va stocker de l'ordre de 0,12, bon, c'est 0,11, 0,12, 0,13 kWh par kilo de batterie lithium. Et là, ça vous donne une idée donc de la capacité, grosso modo maximum, qu'on est capable d'avoir, et on stocke ça sous la forme d'énergie électrique. Donc l'invention, je vais bien faire attention à ne pas citer son nom, l'invention de notre physicien, qui est un vrai physicien, on est sur un ordre de grandeur de par 100. D'accord, il est capable, à aujourd'hui, sachant que la technologie n'est pas au bout de ce qu'elle est capable de faire, du moins en théorie, on est sur une densité énergétique 100 fois supérieure, je dis bien 100 fois supérieure, à ce que fait une batterie au lithium. Donc si vous avez pour un véhicule automobile 100 kg de batterie pour faire 150 km, vous n'aurez plus besoin que d'un dispositif d'1 kg. C'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc si vous en mettez 50 kg, vous allez faire des milliers de kilomètres, peut-être des dizaines de milliers. Donc le dispositif ne s'apparente pas du tout à une batterie ni à un condensateur. Ah oui, non, donc ça change complètement le système de distribution également de l'énergie. Ça change tout, en fait. On arrive à résoudre la plupart des problèmes de l'énergie en stockant. Vous prenez un panneau photovoltaïque ou vous prenez une éolienne qui ont par nature une fluctuation dans la production, qui ont une fluctuation de production d'énergie. Et le problème de l'électricité, c'est que vous devez la dépenser, l'utiliser en même temps qu'elle est produite. Hein. Il y a pas de, voilà, c'est du produit ultra frais. Voilà, produit utilisé immédiatement. Et qui se perd quelquefois un petit peu en route, faut pas oublier, parce que c'était le problème auquel Tesla avait essayé, et avec un certain succès, avait essayé de parer, hein. Alors, écoutez, oui, il y en a une partie qui se perd en transport, effectivement, c'est pour ça qu'on utilise des lignes à haute tension et du courant alternatif. Oui, effectivement, on en perd beaucoup. Je connais pas les travaux de Tesla, hein. Je connais les travaux de la personne dont on parle. Mais bon, vous pourrez en parler mieux que moi. Donc, il s'agit d'un ordre de grandeur de par 100 à aujourd'hui, sachant qu'on est loin d'arriver aux limites théoriques de la technologie, parce que, évidemment, les premiers prototypes qui fonctionnent parfaitement bien ne sont pas l'aboutissement ultime de ce qui peut être fait en la matière. Donc, les implications sont très très nombreuses. Ça veut dire qu'on va pouvoir, mais je vais aller directement à la conclusion, grâce à cette technologie qui va être adjointe à n'importe quelle source d'énergie renouvelable ou non, on va aboutir à l'autonomie énergétique à toutes les échelles. Et quand je dis toutes les échelles, ça veut dire ça peut aller de l'habitat individuel, même isolé en Afrique ou ailleurs, loin de tout, ou petit village, où qu'il se trouve, ou une ville plus grande, ou une ville très grande, ou un pays. On va arriver avec l'industrialisation en masse de ce procédé, effectivement, à l'autonomie énergétique sur la base des énergies renouvelables, si on veut, mais ça peut également tout à fait figurer dans les réseaux alimentés par des centrales hydroélectriques ou l'industrie nucléaire française, par exemple, parce que ça va venir appuyer, dans un premier temps en tout cas, ça va venir appuyer l'efficacité de tout ça. Mais ça semble un tel rêve, ça semble un tel pas de géant vers le futur,
qu'on se demande est-ce que c'est pas un rêve, est-ce que c'est concret, est-ce que ça va se Alors, réaliser? vous savez, je vous réponds, Marie-Thérèse, dans les années 80, 85, 90, on vous aurait dit, à l'époque, vous utilisiez une disquette de 1 mégaoctet dans votre ordinateur pour stocker, 1 mégaoctet d'informations, et c'était large comme la main, c'était carré. Et là, vous avez une minuscule clé USB, vous avez 8, 32, 64 gigaoctets. Alors, vous auriez dit aux gars des années 80, regardez ça, il y en a je ne sais pas combien de milliers de fois de plus que sur votre pauvre disquette, là. Et vous auriez regardé en disant, attends, c'est un pas de géant, et c'est de la science-fiction. Non, ce truc-là, il fonctionne très bien. C'est même un dispositif extrêmement stable, extrêmement solide. Quand vous dites que ça fonctionne très bien, ça a été testé où, oui, quand oui. et comment? Ça a été testé d'abord par les... je ne peux pas donner trop de détails pour protéger le projet, mais la personne s'est adossée à plusieurs types de structures, des banques d'affaires. Cette banque d'affaires a été la première à envoyer une équipe d'ingénieurs spécialisés qui ont fait quelque chose de très simple. Hein. Ils ont pris le petit objet. Quand vous dites petit objet, c'est-à-dire quoi comme taille? Les premiers prototypes, c'est gros comme 2 glaçons. Ah oui, effectivement. Voilà. Petit objet. Et là-dedans, ils ont injecté de l'énergie. Vous voyez, ils sont capables avec leurs appareils de dire voilà, on a mis tant de kilowattheures dans ce truc-là. Et puis donc ils chargent jusqu'à ce que l'objet en question ne prenne plus rien. Et ensuite ils déchargent et ils mesurent ce qu'ils récupèrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de restitution. Alors sur une batterie, quand elle est neuve, vous avez au mieux 80-85%, et plus vous faites des cycles de charge et décharge, plus vous avez par l'hystérésis, qu'on appelle l'hystérésis, un taux qui décroît régulièrement. Bon, on passe à 60, 55, et à 40, vous laissez tomber votre batterie au lithium, vous la changez. Là, on a quelque chose qui va vous restituer entre 97 et 98% de ce que vous avez injecté. Et c'est extrêmement stable, c'est-à-dire que ce que ça vous restitue, au bout de 10 cycles, ça vous le restitue de la même manière au bout de 1500 cycles. Il n'y a pas d'hystérésie, c'est-à-dire, il semblerait, d'après les tests qui ont été faits, ils ont été nombreux, on a dépassé les 2000 cycles sur un prototype, ce qui est beaucoup, il semblerait que ça soit absolument, totalement stable, et que, selon toute apparence, une technologie de ce genre va fonctionner de la même manière jusqu'à la fin de votre vie. On n'a pas d'éléments qui nous indiqueraient le contraire. C'est assez inouï, mais au niveau où vous en êtes, enfin où le projet en est, ça a été testé avec des résultats suffisamment convaincants pour que les banques s'y engagent. Donc on n'est plus dans le rêve, là, on est dans le... Oui, non, mais vous savez bien au-delà, il y a des gros cabinets de conseil qui sont sur l'affaire, et depuis longtemps, et certains autres cabinets, parce qu'on les a fait travailler sur, par exemple, le pricing, à combien peut se vendre cette technologie, ils ont découvert ça, c'est absolument stupéfait. Donc, ça a été très très fébrile à chaque fois. Quand ces gens-là ont découvert ça, ils se sont affolés. Donc, il y a quand même pas mal de gens sur la planète, et même si ça circule pas sur Internet, à part sur mon site, pour l'instant, j'en ai un petit peu parlé, alors qu'on parle beaucoup d'énergie libre, de ce genre de choses, et bon, on va rien dire. Ça, c'est bel et bien sérieux, il y a bel et bien des gens extrêmement riches et extrêmement puissants sur cette planète qui sont déplacés au bon endroit pour rencontrer le physicien. Je peux vous assurer que c'est ce qui a attiré mon attention au début parce que j'étais assez proche de lui mais pas directement et je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose. Ce que vous me disiez, Marc, c'est que les ingénieurs qui ont vu ce bidule fonctionner, ils en dormaient plus après. Oui, j'ai des exemples précis, des gens que je connais, et j'en ai eu un au téléphone encore aujourd'hui, c'est une personne d'une grande qualité qui ne travaille pas en France, mais qui est ingénieur entre autres choses, et il m'a dit lui-même, il travaillait déjà sur le projet depuis plusieurs années, pour un très très gros cabinet de consultants, mais un jour, inopinément, on lui a fait une démonstration, il m'a dit, j'ai perdu le sommeil pendant 3 nuits, je ne faisais que penser à ça, c'est époustouflant. Voilà. Il a même fait marcher des machines électroménagères ou je sais plus quoi, oui, c'est pour s'amuser. Oui, bon. Vous avez, si vous voulez, vous avez un truc gros comme une petite pile carrée, comme un œuf, voilà. Quoi. Ouais. Et puis là, avec ça, vous pouvez, en théorie, par exemple, je vous donne un exemple précis, allumer 14 chauffages électriques de 1000 watts et les faire briller pendant plusieurs minutes, enfin les faire marcher pendant plusieurs minutes. C'est absolument dément. Ce que cette technologie est capable de stocker. Donc on a un rapport, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans quelque chose de précis. On a grosso modo, dans les premiers tests qui ont été faits, on a à peu près 40 fois les capacités de stockage des meilleures batteries au lithium.
Et moi, je sais qu'après coup, dans certaines conditions assez faciles, hein, on est arrivé grosso modo, si je vous donne l'ordre de grandeur, à 100 fois les capacités des batteries au lithium. C'est-à-dire qu'on va stocker à peu près 12 kWh par kilo au lieu de 0,12. Voilà. Mais c'est-à-dire que ce vont être les particuliers auront ce dispositif chez eux, ou bien il y aura des centrales écoutez, il y a un dimensionnement précis. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technologie, mais ça va dépendre de la politique, j'allais dire commerciale, des structures qui sont en train de se mettre en place. Mais ça a vocation, en effet, à se trouver partout. Il faut savoir que la plupart de nos appareils électroménagers reçoivent du courant alternatif et commencent, la première des choses, que ce soit votre aspirateur ou n'importe quoi, votre lave-vaisselle, la première des choses, on commence avec un transformateur par redresser le courant et le transformer en courant continu. Parce que s'il y a du courant alternatif, c'est pour deux raisons principalement. Enfin, la raison principale, c'est pour éviter les pertes en ligne, enfin les réduire un maximum. C'est ça, oui. Donc là, on va pouvoir vivre dans un monde avec un courant continu et à basse tension, parce qu'on n'a plus de raison d'avoir des hautes tensions. Parce que ça va changer notre paysage également, tout ça. Ça va changer le paysage, mais ça va absolument tout changer. Je vous assure que les gens qui sont au courant... Les vélos électriques, les mopettes électriques... Oui, vous aurez des vélos électriques avec la batterie que vous avez actuellement, la masse de la batterie que vous avez actuellement, vous allez faire 100 fois plus de distance, vous vous rendez compte? Les avions même. Alors on peut envisager effectivement des avions électriques. Des drones. Non, oui, les drones, il y a des gros transporteurs. Mais il y a aussi des applications militaires, c'est vrai, des possibilités nouvelles en termes militaires, et c'est ce qui nous a effrayés. Et on a essayé de travailler aussi parce que... Oui, parce que le stockage de l'énergie, ça veut dire utilisation de l'énergie dans des armes à ce qu'on appelle justement énergie dirigée, voilà, on peut concevoir de nouveaux embarqués. Voilà, des doubles systèmes embarqués, et parce que la caractéristique de cette technologie, c'est qu'elle est capable de restituer ce qu'elle a emmagasiné avec une très large plage de puissance. C'est-à-dire que c'est pas si vous avez par exemple si vous tapez sur une batterie, vous lui demandez beaucoup, on voit en électricité, on voit ce qu'on appelle la FEM, la force électromotrice, chuter très vite. Là, vous lui demandez beaucoup, elle va produire beaucoup jusqu'à ce qu'elle soit vidée, mais bon, ça peut être littéralement un jet d'énergie d'impulsion d'une densité extraordinaire. Donc avec ça, vous pouvez faire un nouveau type d'arme qu'on sait faire, simplement on a une source d'énergie extrêmement dense qu'on va pouvoir incorporer par exemple dans un fusil, quelque chose de portable, et on y inventera de nouveaux types d'armes et ça pose de nouveaux problèmes. Effectivement, parce que ces armes-là seront capables de percer absolument n'importe quoi. Mais alors, votre mystérieux physicien, parce que moi, c'est toujours le problème qui m'intéresse quand quelqu'un a une idée très révolutionnaire, on se demande où est-ce qu'il a piqué l'idée. Qu'est-ce qui a été alimenté son cerveau? Ça, en tout cas, il l'a fait. Et puis, sur le détail de cette affaire-là, on en parlera après le lancement, si vous permettez, Marie-Thérèse. Effectivement, il a une idée hautement improbable, qui, même pour un physicien, paraissait folle. Si vous voulez, c'est comme le fait de prendre une dizaine ou une quinzaine de paramètres différents et en se disant ça risque de produire tel effet. Il fallait quelque chose. En théorie, c'était de l'ordre d'une chance sur 100 milliards, par exemple, que quelque chose de positif en ressorte. Et puis ça a fonctionné tout de suite. Quand il a testé le principe, qui était complètement fou, ça a fonctionné tout de suite. Si ça se trouve, d'ailleurs, il comprend pas nécessairement tout lui-même de ce qu'il a découvert. Alors, il le comprend avec le recul, mais le fait même qu'il ait trouvé cette chose hautement improbable, qu'on pouvait quasiment pas calculer qu'on pouvait pas trouver par tâtonnement, et en soi étonnante. Alors ça, c'est l'inspiration, je sais pas, d'un cerveau supérieur. Il est particulièrement génial, votre physicien? Il est particulièrement particulier. Ah, il est particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle le professeur Septimus, nous. Oui, voilà, parce que, et en plus de ça, il y a des aventures rocambolesques que j'espère un jour Marc nous racontera, sous une forme ou sous une autre, qui ressemblent beaucoup aux affaires de Black et Mortimer, avec écoutez, la DSP aux fesses, effectivement, je vous ai raconté quelque chose. Des espions chinois assez malsains, enfin, il y a quand même de quoi faire. Non, mais pas forcément des espions, c'est vrai que les Chinois ont été au contact de la technologie, il y a plusieurs membres du gouvernement chinois, qui sont mais venus. donc ça circule quand même dans les milieux. Les gens qui doivent savoir savent depuis longtemps. Les premiers à réagir, à rencontrer, j'évite de prononcer son nom ou son prénom, cette personne, sont les gens du Golfe Persique. Voilà. Ah, comme par hasard. Ça a été les premiers à venir, ils avaient l'information, ils avaient très bien compris la portée de cette affaire. Les producteurs de pétrole. Ben, ça va être eux les premiers touchés d'ailleurs. Absolument, à terme. Oui, c'est ça. Oui, ils sont en train de préparer l'après-pétrole pour tout un tas de raisons, dont celle-là. Alors, ça serait peut-être l'occasion de parler justement du problème des brevets, parce que quand on fait une invention où elle est tellement complexe qu'on sait qu'on ne pourra pas la retrouver par rétro-ingénierie dans d'autres laboratoires, et on ne dépose pas de brevet, ou finalement c'est quelque chose qui pourra être assez facilement copié,
Ceci pourrait être copié. Alors, je dis pas que ça sera fait de manière simple, mais non, les brevets posent beaucoup de problèmes en fait, parce que c'est la raison pour laquelle, parce que les prototypes sont au point depuis quand même assez longtemps maintenant, depuis 6 ans, et fonctionnent parfaitement. Mais et pourquoi on n'a pas lancé? C'est parce qu'il s'agissait d'assurer la protection industrielle et intellectuelle de cette affaire-là, et ça n'est pas facile. D'abord, il faut déposer des brevets, le nom des brevets, les brevets et les marques à l'échelon mondial. Ensuite, si vous déposez un brevet détaillé, vous allez être sûr d'être copié, parce qu'on vous a indiqué en fait la manière dont on construit l'engin, et donc n'importe quel individu, un peu équipé, rajoute un bidule et puis on dit voilà. Ouais. Voilà, donc il s'agissait, les premiers brevets qui ont été déposés par l'ingénieur étaient, en fait, ça consistait à déposer plusieurs dizaines de brevets différents qui conjuguaient pour produire cet effet-là, mais en même temps à l'intérieur de ce puzzle, inclure volontairement des fausses pistes, de façon à ce qu'on puisse pas véritablement arriver à produire la technologie en réunissant la somme de ce qui avait été déposé par l'entité liée à ce physicien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Bon, premier point. Deuxième point, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de pays, dont les États-Unis et la France, qui s'assoient allègrement sur n'importe quel type de brevet. Ah, même la France? Mais bien sûr, oui. À partir du moment où on pense que l'intérêt supérieur de l'État est en cause, les brevets, oui. Ensuite, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de problèmes au sujet de la propriété industrielle. Vous avez aux États-Unis ou ailleurs, mais surtout aux États-Unis, des cabinets d'ingénieurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui ne font que produire des faux brevets. Vous n'avez pas besoin, dans le monde d'aujourd'hui, de présenter quelque chose qui fonctionne pour déposer des brevets complètement bidons. Donc, je veux pas citer des exemples. Quel est l'intérêt de présenter c'est des intérêts immenses. On est sur une guerre administrative, et quand vous êtes... Il y a une grande entreprise française, que je ne citerai pas, qui a récemment conçu une... j'ai pas non plus envie d'avoir tous les problèmes juridiques de la terre, j'ai pas de quoi payer 50 millions d'euros d'avocats par an. Donc, qui a produit quelque chose de particulier dans un domaine bien particulier, et c'est fait quand elle est allée voir c'est des partenaires potentiels puissants comme des grosses sociétés industrielles américaines. On lui a dit mais on a quelque chose qui ressemble, et ils ont sorti de leur tiroir quelque chose de complètement bidon, mais dans lequel on va retrouver certains mots. D'accord? Et sur la base de ça, ils vous font un procès, et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous êtes obligé de composer avec ça. Il y a des gens qui ne sont là que pour nuire aux choses qui peuvent sortir. Je vais vous prendre un exemple. Si dans leur brevet bidon, ils ont déposé le mot relativité, et que dans votre brevet, à vous, il y a le mot relativité, ça suffit évidemment pour lever une polémique avec des avocats, des armées d'avocats. Donc il faut aussi prévoir, en plus du dépôt des brevets, les guerres juridiques qui vont avoir lieu à tous les étages. C'est très compliqué, hein. Mais comment est-ce que vous êtes couvert quand votre invention n'est pas brevetée? Par exemple, le professeur Septimus. Même en le brevetant, vous n'êtes pas couvert. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, évidemment, de breveter, mais également d'autres solutions en complémentaire. Là, on a été assez créatifs, et j'ai participé directement à ce genre de choses. Avec vos voyages vous ont aidé pour ça? C'est je vais pas vous répondre directement à la question. Alors. Dommage. Oui, non, je veux pas nuire. Vous savez, il faut pas mélanger les choses. Là, on a vraiment quelque chose dont j'attends la sortie officielle. Dont on est plusieurs, nombreux qui avons participé à ça. On attend vraiment que ça se passe, que les choses arrivent, et on est très impatients. Les choses avancent bien. Je ne veux pas... non, je comprends tout à fait. Voilà, je ne veux pas dire à ça. Mais alors, vous avez une idée de la date quand ça risquera de sortir, à votre avis? Écoutez, nous espérons aujourd'hui, ça reste à aujourd'hui, que ça sera annoncé d'ici la fin de l'année à un niveau officiel. C'est-à-dire que le gouvernement français, entre autres, est au courant, hein? Écoutez, il y a plusieurs gouvernements qui sont au courant. Plusieurs gouvernements qui sont au courant, mais je vous ai dit que je n'avancerai pas dans un niveau de détail suffisant pour qu'on puisse pister ça. Donc oui, à l'échelon mondial, effectivement, il y a plusieurs gouvernements qui sont au courant, oui. Mais ce qu'il faut dire, Marc, sur cette affaire, c'est que ça a un petit peu stagné pendant plusieurs années, hein, puisque le Septimus, ça fait un bout de temps que vous le connaissez, et là, ça a l'air de bouger. C'est-à-dire qu'il y a des indications. Il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, on était assez impatients parce que l'ambition de ce physicien, c'était effectivement de tirer le maximum à titre personnel et collectif aussi de cette technologie. Donc il y avait tirer le maximum, vous voulez dire au point de vue fric, quoi. Oui, financier. Oui, entre autres, mais pas seulement. Mais bon, il y avait
cela. Légitimement, quand on invente quelque chose aussi énorme, on peut espérer essayer de maîtriser les contrôles et puis qu'on lui vole pas en même temps cette technologie là, qu'il en tire quelque chose, les maximum, c'est ce qu'il a essayé de faire, de se protéger un maximum. Ça a pris du temps, c'était compliqué. J'ai participé avec lui à des tentatives pour mettre en place un certain modèle économique qui consistait à lever des fonds dans un premier temps. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais et à attendre dans une période de transition que l'économie mondiale se prépare à recevoir cette technologie qui, je vous donne l'ordre de grandeur et je tiens des personnes qui ont fait l'étude dans des grands cabinets qui sont pas basés en France. Qui, d'après eux, allait impacter directement et immédiatement, dès son lancement, 40% de l'économie mondiale. Alors ça, c'est la partie directe. Hein. Et la partie indirecte, on peut raisonnablement dire 100% presque. Voilà. Tout ce qui est transport, tout ce qui est énergie, tout ça, ça fait beaucoup. Tout ça, comme tout dépend de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc, c'est quand même, ça a absolument un énorme impact. Et quand ils ont évalué les chiffres d'affaires possibles des sociétés qui avaient été créées sur le modèle économique qui avait été imaginé, c'était un océan de chiffre d'affaires absolument pas comparable à quoi que ce soit qui existe actuellement. Donc, on en sort d'un ordre de grandeur normal et là, on est dans le c'est entre autres la transformation de toute l'industrie automobile, ce qui n'est tout de même pas rien. Entre autres. Mais bon, ce n'est pas que ça. Mais je dirais que pour l'homme de la rue, le fait qu'il y ait et même des avions ou des moyens de transport qui soient quasiment autonomes et non polluants, parce que c'est le vrai sujet. Non polluants, alors tout dépend de la source de l'énergie. Je dirais que aujourd'hui, les voitures électriques, en fait, elles sont nucléaires en France. Une énorme part de l'énergie électrique vient des centrales nucléaires en France. Donc une voiture électrique est une voiture nucléaire. Alors, en Chine, ça serait plutôt une voiture au charbon, mais c'est une voiture électrique. Mais il faut produire de l'énergie malgré tout. Le dispositif a des caractéristiques, mais il ne produit pas d'énergie à proprement parler. Quand vous parliez de corps noir, c'est un terme qu'on a utilisé pour désigner sa capacité d'absorption tout à fait étonnante, puisque ce petit truc-là, en physique, le corps noir, c'est le corps qui absorbe absolument tout ce qui traîne, y compris de la lumière, des ondes électromagnétiques. Et vous avez vu le bidule, là, vous me disiez que ça ressemble à un œuf avec 4 contacteurs. Voilà, si vous voulez, ça a 4 pattes. Ouais. Ah, on est impatient de voir fonctionner ce bidule. Oui, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu. On a toujours vu que chaque fois que quelqu'un essayait de mettre au point, évidemment un procédé beaucoup moins révolutionnaire, mais qui risquait d'impacter le lobby en puissance, je vous parle en vrac de n'importe quoi, du moteur à eau, etc., on a toujours vu les dits lobbies se défendre et empêcher les inventions d'exister. Je ne sais pas, Marie-Thérèse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire-là, elle est connue quand même de pas mal de gens. Ça circule beaucoup, et évidemment, ça circule nouvellement sur les ondes, par nous. Mais à aucun moment, j'ai travaillé sur le projet jour après jour pendant 18 mois, à aucun moment je n'ai vu la moindre chose qui ressemble à ce que vous venez de décrire. Donc je ne peux que vous dire que pour moi, ça ne s'est pas produit, et ça n'est toujours pas en train de se produire. Ah bah alors écoutez, c'est fantastique. Dommage je ne sais pas ce qui s'est passé pour le moteur à eau et si ce moteur à eau c'est vraiment quelque chose qui existe, mais je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment que je n'ai vu de type d'obstacle de ce genre-là, et que les obstacles étaient principalement dans la stratégie mise en place par le physicien pour maîtriser les conséquences de sa technologie. Voilà, je n'ai pas vu un groupe quelconque, pétrolier ou autre, peser d'une manière ou d'une autre sur cette affaire-là, et j'étais vraiment aux premières loges. Alors, juste une anecdote qui traîne dans ma tête. Une société avait mis au point je ne sais plus quel type de moteur qui ne faisait pas appel à l'essence, et on a réalisé, je ne dis pas de bêtises, 1000 voitures qui ont été fabriquées, qui ont circulé à Denver, et qui ont toutes été pilonnées, et le procédé a disparu. Bon, ça, c'est un exemple qu'on peut retrouver dans les archives du net, partout. Je vous cite la ville de Denver. C'est justement, c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé. La façon dont on peut complètement tuer dans l'œuf quelque chose de révolutionnaire qui court-circuite le mouvement habituel. Alors, vous voulez un commentaire là-dessus? Bien sûr. Écoutez, je me permets d'être un petit peu pragmatique. Moi, j'ai beau écrire des bouquins sur le voyage astral, mais c'est justement parce que je les écris. Je suis très pragmatique. Ce que j'expérimente moi-même, ce que je touche moi-même, je le crois. Après, ce qui circule sur le net, si j'ai pas les moyens de le vérifier, je l'entends.
mais Dieu sait si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que cette technologie-là, elle fonctionne, elle a les caractéristiques que je vous ai décrites, et que je n'ai vu aucune opposition de type lobbying ou autre, alors qu'il y a un grand nombre de personnes puissantes et riches sur la planète qui sont parfaitement au courant, et pour beaucoup qui l'ont vu fonctionner. Eh bien, c'est superbe. C'est une fantastique nouvelle que vous nous donnez quand même. Je ne dis pas que ça va continuer comme ça. Le jour où les choses vont apparaître, il y a des gens qui vont se sentir menacés. Jusque-là, peut-être qu'ils sont en observation. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est manifesté. Il n'y a aucune force qui soit manifestée pour s'opposer à la sortie de cette chose-là. Effectivement, il y a eu des éléments qui nous ont montré que qu'il y avait des tentatives de vol. Voilà, vous m'avez dit qu'il y avait des cambriolages. Septimus s'est fait cambrioler. Oui. Vous l'aviez prévenu d'ailleurs de faire attention, et heureusement qu'il avait pris des mesures. Voilà, j'avais prévenu de faire attention. Effectivement, c'était un peu la logique. Et effectivement, oui, il y a eu des choses de cet ordre-là. Et d'ailleurs, les Chinois, bon, c'est pas leur faire injure, ils ont essayé de trouver d'autres méthodes que la pure négociation commerciale dans un premier temps. Ah, bien. Bon, la Terre continue à tourner alors. Voilà, c'est ça. On essaye d'abord le plus facile, mais on ne sait jamais si ça marche. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'était formidable, Marc. Merci beaucoup de votre témoignage, et nous attendons impatiemment. Hein. Ça fait rêver, et en fait, on n'a apparemment pas trop longtemps à attendre. Écoutez, je l'espère, mais vraiment je l'espère, parce que effectivement, la technologie en l'état est depuis 6 ans. Elle est facilement industrialisable, c'est-à-dire que si on décidait maintenant de lancer des usines, l'année prochaine on sortirait des unités en masse, voilà, et ça changerait absolument tout. Là, mais vous savez, il y a une grande marque d'automobile française qui est au courant, par exemple. Là, je rentre pas dans les détails, mais voilà, qui a été contactée, à qui on a expliqué les choses. Si ces gens-là ont un petit peu de logique et sont capables de tirer effectivement les conséquences de ça, ils vont se rendre compte que le marché automobile mondial va obligatoirement muter, parce qu'on a une technologie qui va permettre de baisser le coût de production d'un véhicule et qui va baisser considérablement son coût de fonctionnement. Alors, vous imaginez que les voitures vont pas être électriques après ça? Non, et nous aurons enfin un paysage débarrassé des stations-service, mais quel bonheur. On aura d'autres choses à la place, on aura du panneau photovoltaïque. Il y a des gens qui détestent les éoliennes. De toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, à partir du moment où vous touchez quelque chose, les gens bloquent. Oui. Mais les éoliennes, bon, elles produisent de l'énergie électrique, c'est écolo, sauf qu'il paraît que ça pollue la vue, et ça émet des infrasons, etc. Vous savez, il y a toujours des gens pour bloquer ça, mais il faut bien que les choses avancent et s'améliorent d'une manière ou d'une autre.